David Philippe Taquet a consacré sa vie aux dinosaures. Et il est ravi de pouvoir nous parler de Donnie. Parce que c'est Donnie qui est prêté par les Hollandais au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donnie, il faut donner ses mensurations. 4 mètres sous plafond, 12 mètres de long. C'est un beau studio, un bel appartement déjà au sol. C'est plusieurs tonnes. Et c'est un des 3 Tyrannosaurus rex les mieux conservés au monde. C'est vraiment une rareté. C'est un fossile, c'est pas des os. C'est un fossile, des os fossilisés. Il doit y avoir 65% ou 80% des os du squelette complet, c'est ça? 70%, oui. En quoi c'est une belle pièce, professeur? Oui. Eh bien, d'abord, sa conservation est exceptionnelle, mais surtout, par exemple, c'est le seul tyrannosaure dont le crâne n'a pas été déformé lors de la fossilisation. Et il est mort probablement avec la tête bien positionnée, de sorte qu'il n'y a pas de déformation. Le crâne est dans sa forme originelle. Ça, c'est exceptionnel. De quoi il est mort? Pardonnez-moi, donc pour vous, c'est Miss Monde des T-Rex. Il y a 2 célébrités. Il y a Sue, oui, qui est maintenant au musée de Chicago, qui a fait une histoire compliquée. C'est la même institution des Black Hills, privée, qui chasse les dinosaures et qui les vend. Comme ça s'est toujours fait pour les fossiles, déjà au 19e siècle. Mais Sue avait été trouvée par une femme, qui s'appelait Sue, d'où le prénom, sur une réserve indienne. Alors ça, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc la FBI a saisi le dinosaure, ça a fait une histoire. Ça a été une histoire très longue. Et ça a été, quand ils l'ont capturé, on l'a mis aux enchères, on l'a vendu, et Disneyland et McDonald's l'ont donné au musée de Chicago. Alors décrivez-nous cette belle fille qui est dans votre maison, puisque vous avez dirigé le muséum pendant des années. Oui, voilà. Ben, elle fait 12 mètres de long. Là, on l'a mis en position d'attaque. C'est ça qui est formidable, c'est parce que les petits-enfants vont se retrouver juste au ras de la tête. Oui, j'adore. Et ça, c'est formidable. Ils vont être fascinés. Il pèse 4-5 tonnes et il a une conservation exceptionnelle. On peut même voir sur son squelette toutes sortes d'accidents de la vie qu'il a eus. C'est-à-dire? Par exemple, il a eu des gros problèmes dentaires du côté droit, où on voit qu'il y a eu des infections sur les dents. Et qu'on ne remboursait pas les bridges à l'époque. Absolument. Voilà. Il a eu des attaques de ses congénères et il a quelques fractures avec des côtes qui se sont ressoudées après. Ouais. Donc il a quand même eu une vie assez compliquée. Et il est mort de quoi? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, on l'a retrouvé bien conservé, mais de quoi est-il mort? Alors comme beaucoup de gisements célèbres, comme moi ceux que j'ai étudiés au Niger, il y a des événements catastrophiques qui se passent, genre grande inondation ou tsunami, ou voilà. Et là, les poissons, les tortues, les crocodiles, tout le monde meurt. Et la force de la fossilisation, c'est d'être recouvert tout de suite par des sédiments, et ils sont conservés pendant des millions d'années après. C'est une femelle de nid, donc elle pondait des œufs. Les œufs de T-Rex, c'est gros comment? Allongé. Mais des œufs, je dirais quoi, de cette taille-là? 30 cm de haut, 30-40 cm. Oui, c'est pas la taille de l'œuf qui fait la taille de l'animal, définitivement. Mais j'ai trouvé, par exemple, au Portugal, des œufs d'allosaures avec les embryons à l'intérieur. Ça a été fabuleux. Alors justement... Mais ce garçon-là, tout ça, le commissaire et Florent Gosselin sont mes étudions. Oui. Ils sont devenus des chercheurs. Et je suis très fier parce qu'ils ont pris la suite. Ils ne jurent que par vous, hein, nous a dit Morgane Vianney. Et ils parlent de tricks. Oui. Pourquoi tricks? Parce que j'ajoute le détail. C'est parce que les Hollandais ont acheté ce fossile, l'ont dégagé, il va être présenté aux Pays-Bas, mais c'est en honneur de la reine Béatrix. Ah. Voilà la raison. Vous parliez d'un œuf, il y a un fantasme mais qui est en train de prendre corps, qui est le fantasme de tous les films hollywoodiens, et on va en parler avec Laurie, c'est la possibilité de cloner non seulement un mammouth, on y pense très fort, mais cloner, vous disiez, si on récupère un œuf, on peut récupérer de l'ADN. Est-ce qu'on aura un jour la possibilité de coexister avec ces bestioles, puisqu'elles ont vécu il y a 67 millions d'années, et l'homme, il est né il y a 3 millions d'années, donc ils ne sont pas croisés. Alors, dans le premier Jurassic Park, l'idée, c'était d'extraire de l'ADN, et en effet, de cloner, et de la mettre dans un lézard ou une tortue et de recréer un dinosaure. En fait, ça ne marche pas parce que l'ADN ne se conserve pas après tant de millions d'années et il s'autodétruit. Mais la meilleure idée, elle est née il n'y a pas longtemps par Jack Horner, qui a été un copain du Montana, justement, et qui a été le consultant du premier Jurassic Park. Il a écrit un petit livre, « Comment reconstruire un dinosaure ?» Simplement, maintenant, on sait manipuler le patrimoine génétique. Les poulets descendent des dinosaures. Les oiseaux descendent des dinosaures carnivores. En manipulant théoriquement le patrimoine génétique d'un poulet, avec les méthodes modernes de CRISPR, de couper génétiquement le génome, on pourrait faire repousser la queue à un poulet, faire pousser des dents à un poulet, et donc peu à peu, par étapes successives, refabriquer un petit dinosaure. Et lui enlever les plumes, alors on enlèverait aussi les plumes. Ah ben les plumes, il n'y a pas de problème, on ferait des écailles.
puisque ce sont les écailles qui ont donné les plumes. Donc l'idée de refaire un dinosaure carnivore n'est pas absurde. Est-ce qu'elle est souhaitable? Oui, c'est une autre histoire. Quand on regarde Jurassic Park, on a peur. À chaque fois qu'un scientifique nous dit voilà ce qu'on pourrait faire, ça finit par arriver. C'est pour ça que je suis très impressionné des propos que vous êtes en train de tenir quand même. Oui, parce que récemment, nous avons eu à l'Académie des sciences la semaine dernière les nouveaux membres élus. Il y a une Française qui s'appelle Madame Charpentier qui, avec une Américaine, ont créé la nouvelle méthode qui fait fureur dans tous les laboratoires, la méthode qu'on appelle CRISPR-Cas9, qui consiste avec des ciseaux génétiques à couper les brins des chromosomes, à changer la place des gènes sur le génome. Et à ce moment-là, potentiellement, de faire des choses extraordinaires, de guérir des maladies génétiques. Et on se demande ce qu'on va faire avec ça dès qu'on aborde l'homme. Quand on trouve un mammouth est fondamentale. Bien sûr. Quand on trouve un mammouth congelé, est-ce que l'ADN est de meilleure qualité? Il a disparu? Oui, parce que lui, il n'a que 20 000 ans. Ah parce que là, vous êtes avec 7 millions d'années. Donc, il y a une échelle de temps qui fait que sur le mammouth, potentiellement, il y a de l'ADN. Et donc, on peut faire. Quand vous regardez des films comme Jurassic Park, vous trouvez que les cinéastes travaillent bien? Ça ressemblait vraiment à ça? Ah oui. Le premier a été fait en liaison étroite avec mes copains, Jack Horner, Bob Baker. Et Spielberg a vraiment utilisé les choses. Et puis maintenant, l'imagerie 3D, c'est très proche de la réalité. D'ailleurs, dans l'expo, il y a des choses très amusantes pour les enfants. Ils peuvent prendre des bombes de peinture virtuelles et colorer leurs dinosaures. Et puis, ils peuvent monter sur un vélo et pédaler avec le dinosaure qui leur court derrière pour savoir à quelle vitesse le dinosaure court. Et c'est une manip très amusante pour les enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qui a été la vôtre, puisqu'un jeune étudiant a eu l'intuition, en se consacrant aux dinosaures, de partir dans un truc qui devait quand même paraître à l'époque invraisemblable, et vous ne deviez pas être nombreux à avoir envie de vous occuper des dinosaures, et aujourd'hui, une grande partie de vos rêves sont devenus réalité, au point que vous pouvez nous annoncer un potentiel retour. Enfin, tout à fait. Vous vous rendez compte de ça? Oui, j'étais tout seul en France à l'époque à faire du dinosaure en plein temps, de sorte que ma thèse, j'ai dû l'envoyer aux États-Unis chez John Ostrom, le grand chercheur qui a été à l'origine des dinosaures carnivores et oiseaux, pour la faire lire là-bas.